Bonjour, on va continuer notre série de correction des exercices des SVT en corrigeant les exercices des SVT proposés lors des examens du baccalauréat session de rattrapage 2023. Donc voilà les sujets. Exercice numéro 1, exercice numéro 2, le numéro 3 et l'exercice concernant l'immunologie, exercice numéro 4. Et on commence par la correction de l'exercice numéro 1. Afin d'adapter les séances d'entraînement pour des sprinteurs professionnels de 100 mètres et de permettre aux entraîneurs de comprendre l'origine de l'énergie utilisée par les muscles au cours de ce type d'exercice, on propose l'exploitation des données suivantes. Donc d'après ces premières données, on constate qu'on est dans la première unité concernant la consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Donnée 1. La quantité d'énergie est mesurée dans une fibre musculaire au repos et lors d'une course de 100 mètres chez un individu adulte de 70 kg. Le tableau du document 1 présente les résultats obtenus. Première question, en exploitant les données du document 1, montrez la nécessité de régénérer l'ATP pour permettre le maintien de l'activité de contraction lors d'un effort musculaire. Dans notre cours, on sait que les muscles utilisent l'ATP comme source d'énergie pour leur contraction. Sans ATP, bien sûr, il n'y a pas de contraction. Alors, remarquons ici dans le tableau. On constate qu'au repos, la quantité d'énergie correspondante à la quantité intracellulaire d'ATP, c'est-à-dire la quantité d'énergie utilisée par cet individu, est égale à 5,1 à 7,5 kJ. Par contre, ce même individu, lorsqu'il fait une course de 100 mètres, la quantité d'énergie a augmenté à 132, ce qui prouve que pour toute activité, bien sûr, il faut qu'il y ait de l'énergie sous forme d'ATP. Ceci, bien sûr, montre la nécessité de régénérer l'ATP pour permettre le maintien de l'activité de contraction lors d'un effort musculaire. Donc voilà ce qu'on veut que vous écriviez. Exploitation des documents, bien sûr. D'après les données du tableau du document 1, on constate que une cellule au repos consomme 5,1 à 7,8 kJ, alors que cette même cellule consomme 132 kJ lors d'une course de 100 mètres. Donc, une cellule en activité consomme plus d'énergie qu'une cellule au repos. Et puisque cette énergie provient de l'hydrolyse de l'ATP, ceci montre la nécessité de régénérer l'ATP pour le maintien de l'effort musculaire. Donnée numéro 2. Des études ont permis de déterminer la contribution relative de la voie aérobie et des voies anaérobies dans la régénération de l'ATP, selon les types de courses menées chez des nageurs de niveau olympique. Le document 2 présente les résultats de ces études. Alors remarquez ici, d'après les données du tableau, on vous donne en blanc les voies anaérobies et en noir les voies anaérobies. Et dans l'axe des ordonnées, on a la contribution relative au pourcentage. Et on vous demande, à partir des données du document 2, déduisez la relation entre la distance de la course et la contribution de chacune des voies aérobies et anaérobies dans la régénération de l'ATP. Dans le cours, on a vu bien sûr qu'il y a 3 voies de régénération d'ATP. La voie lente, la voie rapide et la voie semi-rapide. La voie rapide, c'est la voie rapide et la voie anaérobique, lactique. La voie semi-rapide, c'est la voie, bien sûr, anaérobie lactique, et la voie lente, c'est la voie de respiration, c'est-à-dire la voie aérobique. D'après les données qu'on a ici, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors remarquez ici, lorsqu'on fait une course de 100 mètres, la source d'énergie utilisée par notre organisme provient des voies anaérobies. Donc la voie anaérobie est plus importante que la voie aérobie. Par contre, lorsqu'on fait une course de 150 mètres, bien sûr, ce sont les voies aérobiques qui sont les plus demandées que les voies anaérobiques. Donc on peut déduire que plus la distance est grande, plus les voies aérobiques sont les plus demandées. Plus on augmente
Plus la distance augmente, plus la contribution des voies aérobiques sont les plus demandées ou sont les plus sollicitées, alors que les voies anaérobiques diminuent au fur et à mesure. D'après les données du document 2, on constate que pour une course de 100 mètres, il y a une grande contribution des voies anaérobies dans la régénération d'ATP que les voies aérobies. Par contre, pour une course de 1500 mètres, on observe l'inverse. Il y a une grande contribution des voies aérobiques dans la régénération d'ATP que les voies aérobiques. Et on déduit que plus la distance de la course augmente, plus la contribution de la voie aérobique augmente et celle des voies anaérobiques diminue. Donnée numéro 3, l'observation microscopique a montré qu'il existe deux types de fibres musculaires, les fibres de type 1 et les fibres de type 2. La mesure des proportions de ces deux types de fibres au niveau du muscle a permis d'obtenir les résultats présentés dans la figure A du document 3, alors que le tableau de la figure B du même document présente certaines caractéristiques des deux types de fibres musculaires. 3A, en vous basant sur la figure A du document 3, comparer les proportions des fibres de type 1 et les fibres du type 2 entre les coureurs de fond et les sprinters. Alors si on compare ces deux histogrammes qu'on a ici, on constate que pour un coureur de fond, les fibres les plus utilisées sont les fibres de type 1. Par contre, chez le sprinter, les fibres les plus utilisées sont les fibres de type 2. Donc c'est ça la petite comparaison qu'on vous demande de donner. D'après la figure A du document 3, la comparaison montre que le coureur de fond ont des muscles riches en fibres de type 1, à peu près 70%. Par contre, il n'y a seulement que 30% de fibres de type 2. Alors que chez les sprinters, ils ont des muscles riches en fibres de type 2, 68% à peu près, contre 32% de fibres de type 1. Petit b, en exploitant les données de la figure B du document 3 et les données précédentes, expliquer l'origine de l'énergie utilisée par les sprinters professionnels. Alors remarquez ici, on nous donne des caractéristiques des fibres 1 et fibre 2. Concernant le nombre de mitochondries, le nombre de capillaires sanguins par fibre en unité arbitraire et la quantité de myoglobine. Et on voit donc que la myoglobine est une molécule de nature protéique qui assure le stockage du dioxygène dans les fibres musculaires. Alors si on compare les deux fibres, les caractéristiques de ces deux fibres, on constate que la fibre numéro 2 est moins riche en mitochondries, donc il n'y a pas de respiration, c'est-à-dire la réaction de respiration. Il contient une faible quantité de capillaires sanguins par fibre et bien sûr contient une quantité moindre de myoglobine, alors que la fibre de type 1 elle est très riche en capillaires sanguins, riche en quantité de myoglobine et riche en mitochondries, ce qui prouve que la fibre numéro 1 utilise bien sûr la respiration comme source d'énergie, alors que la fibre de type numéro 2 utilise bien sûr la voie anaérobique. Donc ceci montre que les sprinteurs professionnels, leur muscle qui est riche en fibres de type numéro 2, qui utilise bien sûr la voie anaérobique. Donc il utilise moins d'oxygène puisqu'il y a une quantité moindre de myoglobine, ce qui bien sûr leur permet de fournir un effort de courte durée et de forte puissance. Donc d'après la figure B du document 3, on constate que les fibres de type 2 sont moins approvisionnées en oxygène car elles se caractérisent par une faible densité de capillaires irriguant la fibre, un faible taux de myoglobine et pauvres en mitochondries, qui sont bien sûr les lieux de la respiration cellulaire, donc faible consommation de dioxygène, ce qui explique que chez les sprinters professionnels, les muscles riches en fibres de type numéro 2 et que le métabolisme anaérobie associé à une régénération d'ATP qui est rapide nécessitent ou ils sont nécessaires pour un effort de courte durée et de forte puissance. On passe à la correction du deuxième exercice. Agamma-globulinémie ou maladie de Bruton est un déficit immunitaire
qui se manifeste par un déficit dans la procuration de gamma-globulinine gamma. Il se caractérise par des infections d'origine bactérienne et virale survenant le plus souvent durant la première année après la naissance. En absence de traitement, il peut conduire à des complications graves. Donc lorsqu'on parle de gamma-globuline, donc on parle des anticorps. Donc cet individu ou ces malades ont moins d'anticorps dans leur corps, ce qui va bien sûr entraîner ces infections d'origine bactérienne et virale. Le gène impliqué dans cette maladie héréditaire est le gène BTK, qui code pour la protéine tyrosine kinase de Bruton, BTK. La BTK est impliquée dans l'activation de la maturation des cellules lymphoïdes pré-B en lymphocytes B fonctionnels circulants. Pour comprendre l'origine génétique de cette maladie, on propose l'exploitation des données suivantes. Donnée numéro 1. Le document 1 présente les résultats du suivi de la maturation des lymphocytes chez un individu sain, figure A, et chez un autre individu atteint de la A-gamma-globulinémie. Donc on a le cas de l'individu sain, figure A, et le cas de l'individu malade, figure B. Donc pour le A, la cellule précurseur médulaire va donner une cellule pro-B, cette cellule va devenir une cellule pré-B, et en présence de BTK fonctionnel, elle va se transformer en lymphocyte B mature. Donc le BTK fonctionnel permet la maturité des lymphocytes B en B mature. Alors que chez le malade, on voit bien sûr qu'il y a les mêmes étapes, mais les cellules pré-B et en absence de la BTK, c'est-à-dire BTK non fonctionnelle, il y a un blocage de la maturation des lymphocytes B. Donc il n'y a pas de lymphocyte B mature chez le malade. On vous demande, en vous basant sur le document 1, montrer la relation protéine-caractère, puisqu'on a dit ici que la présence de la protéine permet que l'individu soit sain. Si la maladie est considérée comme le caractère, mais si on a ici, la protéine donne un caractère bien précis. Et en son absence, bien sûr, il y a maladie. Ce qui veut dire qu'il y a une relation entre protéine et caractère. Pour chercher la relation protéine-caractère, on compare les données des documents A et B. Chez l'individu sain, l'enzyme BTK fonctionnelle permet bien sûr la maturation des cellules pré-B en lymphocyte B, ce qui donne un individu sain, puisqu'il est capable de synthétiser bien sûr ses anticorps. Chez l'individu malade ou atteint de la BTK, l'enzyme BTK non fonctionnelle bloque, ici on va entendre tout, bloque la maturation des cellules pré-B au lymphocyte B, ce qui donne bien sûr un individu malade. Donc toute modification de la protéine entraîne une modification du caractère, ce qui signifie qu'il y a une relation protéine-caractère. Dans le numéro 2, des chercheurs ont déterminé la séquence du gène BTK codant pour la protéine tyrosine kinase de Bruton, BTK. Le document 2 présente la séquence nucléotidique d'un fragment du bras non transcrit. Toujours faire attention à ce qu'on vous donne. Là, c'est le bras non transcrit de l'allèle normal et celle d'un autre fragment non transcrit de l'allèle muté responsable de la maladie de Bruton. Le document 3 présente le tableau du code, donc le code génétique qu'on a ici. À partir de documents 2 et 3, donnez les séquences d'ARN et des acides aminiques qui correspondent aux fragments de l'allèle normal et aux fragments de l'allèle muté. Et dernièrement, en vous basant sur les données précédentes, expliquez l'origine génétique de la maladie de Bruton. Donc, pour chercher l'ARN messager, bien sûr, on doit chercher le brin d'ADN transcrit pour en déterminer la séquence d'ARN M. Et de là, bien sûr, et grâce au tableau, on peut déterminer la séquence des acides aminés correspondantes. Mais puisqu'on vous donne ici le brin d'ADN non transcrit, et on sait que ce brin est comparable à l'ARN M en remplaçant les thymines par les uracyles. Donc, ça sera simple d'avoir l'ARN M. Donc, voilà les résultats. Donc, on voit bien ici qu'on a l'ARN et la séquence des acides aminés correspondantes qu'on vous demande de donner. Pour l'allèle normal, le voilà, c'est-à-dire l'ADN non transcrit.
L'ARN M correspondant, bien sûr, c'est la même chose en modifiant la thymine par l'uracile. Et la séquence d'acides aminés, c'est-à-dire les différents acides aminés qu'on peut avoir à partir des codons et bien sûr du code génétique qu'on a ici. Pour l'allèle muté, la même chose. Là, on a l'ADN non transcrit, l'ARN M et bien sûr les séquences d'acides aminés. Ça, c'est pour la question de A. Pour la question de B, on vous demande, en vous basant sur les données précédentes, expliquer l'origine génétique de la maladie de Bruton. Pour cela, on doit bien sûr comparer la séquence des acides aminés. Alors, on constate que le premier acide aminé, l'acide glutamique, est le même, mais le second, c'est pas le même, le troisième non plus, etc. Et donc, il y a une modification à ce niveau-là, c'est-à-dire au deuxième codon ou au deuxième triplé au niveau de l'ADN. Et on va chercher cette variation. Donc, on a ici G, la voilà, A, la voilà, G, la voilà, T, la voilà, A, il n'y a pas de A, il y a un C. On peut supposer qu'il y a une substitution de A par C, mais C par A par T, donc c'est difficile. Donc pour cela, on doit supposer que le A en rouge qui est là a été éliminé. Donc on a ici une délétion d'un acide aminé, ce qui a bien sûr entraîné le déplacement de toutes ces nucléotides vers la gauche. Et on va avoir donc TC, TCA, TGG, CCA, etc. Ceci bien sûr va donner une modification au niveau des différents acides aminés composant cette protéine. De même, à la fin, il y a un codon stop qui va bien sûr arrêter la traduction de cet ARN messager et va donner seulement une protéine qui est totalement modifiée, donc il sera non fonctionnel et courte par rapport à la protéine normale. Donc on peut dire que l'origine génétique de cette maladie est due bien sûr à une délétion d'un nucléotide au niveau du triplet numéro 2, au niveau du triplet numéro 2, une délétion de nucléotide A. Si on parle du brin d'ADN non transcrit. Et bien sûr, il sera la délétion de T, c'est-à-dire la thymine, si on parle du brin d'ADN transcrit. Donc, la maladie de Bruton est due à une mutation au niveau de l'ADN par délétion du nucléotide A, de la position 1427, d'après les données qu'on voit ici, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, c'est les deuxièmes triplés. On accepte le raisonnement en se basant sur le brin transcrit. Et changement du cadre de la lecture, ce qui donne une synthèse d'une protéine tyrosine kinase Bruton, c'est-à-dire un BTK modifié et courte. Ceci, bien sûr, ne va pas entraîner l'activation de la maturation des cellules lymphoïdes des pré-B en LB, ce qui va entraîner, bien sûr, une absence de LB fonctionnel circulant et apparition des symptômes de la maladie. Données numéro 2, le document 5 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de agammaglobulinémie de Bruton. Sachant que le gène responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel. Là, on voit donc qu'il est déjà porté par un chromosome sexuel. Déterminez en justifiant votre réponse le mode de transmission de cette maladie. Puisqu'il est transporté par le chromosome sexuel, on n'a qu'à chercher s'il est dominant ou récessif. Remarquez ici, cet individu malade est issu de parents qui sont sains. Donc l'allèle responsable de la maladie est récessif. Donc le mode de transmission, l'allèle responsable de la maladie est récessif, puisque des parents sains, par exemple le couple 1-1-1-2, donnent naissance à des enfants malades. Le gène étudié est porté par le chromosome sexuel X et non porté par le chromosome Y, car le père 1 est de phénotype sain et donne naissance à des garçons atteints. Donc il est porté par le chromosome X et il est récessif. En vous aidant d'un échiquier de croisement, calculez la probabilité pour que le fœtus 4-2 soit atteint par la maladie de Bruton. 4-2, cet individu-là ou ce fœtus-là. Ses parents sont d'apparence sains. Puisqu'ils ont un enfant malade, donc l'un des parents doit porter cette maladie. Il ne peut être que la mère. Elle est hétérozygote parce que son père est malade.
Donc la mère, elle est hétérozygote et donc il sera X grand B, X petit b. Alors que l'individu ou le père 3, 3, bien sûr, elle est sain, donc elle sera X grand B, Y. Et lorsqu'on fait le tableau de croisement, bien sûr, on va avoir à peu près 25% d'individus malades. Donc cette famille, bien sûr, peuvent donner, ou ce fœtus peut être atteint dans une probabilité de 25%. Donc calculons la probabilité pour que le fœtus 4, 2 soit atteint par la maladie. Les parents 3, 3 et 3, 4. Leur phénotype, les deux sont 5, grand B, grand B. Seulement le premier, il est X, B, Y, c'est-à-dire le père, et la mère X, grand B, X, petit b. Le père va donner deux types de gamètes, X, grand B et Y. La mère, bien sûr, aussi va donner, bien sûr, deux types de gamètes, X, grand B et X, petit b. Lorsqu'on fait le tableau, on va avoir bien sûr 25% d'individus malades. Donc cet individu, pour qu'il soit malade, il doit bien sûr être un garçon. Donc la probabilité pour avoir un enfant malade, pour que ce fœtus soit malade, est de 25%. La prévalence de la maladie de Bruton est estimée à 1 sur 35 ou 350 000 dans plusieurs populations à travers le monde. En considérant que la population est en équilibre, c'est-à-dire obéit à la loi de Hardy-Weinberg, calculer en 5A, calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie de Bruton et de l'allèle normal, puis calculer la fréquence des femmes hétérozygotes pour le gène étudié. Bien sûr, on avait dit dernièrement que lorsqu'on a une maladie qui est portée par le chromosome X, on s'intéresse bien sûr au sexe mâle. Donc pour calculer la fréquence allylique, on s'intéresse au sexe mâle, car il porte seulement un seul allèle. Donc l'individu X grand B Y, c'est-à-dire F de X grand B Y, ou X petit b Y est égal à 1 sur 350 000. C'est-à-dire, la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, F de X petit b Y, est égale à F de B, parce qu'elle présente seulement un seul allèle, est égal à Q, est égal à cette valeur qu'on vous donne ici. Donc 1 sur 350 000, ce qui est égal à 0,000002. Et la fréquence de l'allèle normale, c'est-à-dire grand B, est égale à P, puisque P plus Q est égal à 1, donc P est égal à 1 moins Q. Donc 1 moins cette valeur-là, et nous donne 0,999998. Puisqu'on vous demande ici de donner des résultats avec des chiffres, avec 6 chiffres après la virgule. Donc voilà donc la fréquence pour l'allèle malade, l'allèle muté, et là la fréquence pour l'allèle normal. Alors pour le calcul de la fréquence des femmes hétérozygotes, c'est-à-dire 2PQ, donc F de X grand B X petit b est égal à 2PQ, donc 2 fois cette valeur et cette valeur. Voilà, donc F de X grand B X petit b est égal à 2PQ, 2PQ est égal à 0,00004. Exercice numéro 3. Dans le cadre de l'étude de transmission des caractères héréditaires chez les lapins, on propose l'étude des résultats de deux croisements suivants. Premier croisement réalisé entre un lapin gris à poils longs avec une lapine blanche à poils courts. Ce croisement donne une première génération F1 composée de la pro tacheté à poils longs. Que peut-on déduire des résultats du premier croisement? Justifiez votre réponse. Et deuxièmement, considérant que les deux gènes étudiés sont indépendants, donnez les génotypes des parents et des individus de la première génération F1. Donc, puisque les deux parents qu'on a ici donnent une génération qui est homogène et uniforme, ce qui veut dire que les deux parents sont de race pure. Or, on constate qu'on a deux caractères, donc on est dans un cas de dihybridisme. Et on constate qu'on a, pour le premier caractère gris-blanche, on a un caractère qui est intermédiaire entre les deux. Ceci prouve qu'il y a une codominance entre l'allèle responsable de la couleur grise et celui responsable de la couleur blanche. Alors que pour la longueur des poils, on a bien sûr, les poils sont longs, c'est-à-dire un caractère d'un des parents. Donc le caractère poil long est dominant
alors que les poils courts et récessifs. Donc à partir du premier croisement, on déduit qu'on est dans un cas de d'hybridisme, étude de transmission de deux caractères héréditaires. Le croisement a donné une génération F1 uniforme, c'est-à-dire homogène. Donc selon la première loi de Mendel, les parents sont de race pure. Les individus de F1 qu'on a ici sont bien sûr hétérozygotes, mais elles ont un phénotype parental pour le caractère longueur de poil. Ceci prouve qu'il y a une dominance, alors qu'il y a un phénotype intermédiaire pour la couleur des poils. Donc il y a une codominance. Donc on peut dire qu'il y a une dominance absolue. L'allèle responsable de poils longs et dominant, on le note grand L. L'allèle responsable de poils gris, poils gris et récessif, on le note petit l, alors qu'il y a une codominance dans le deuxième allèle, dans le deuxième gène, codominance entre l'allèle responsable de la couleur grise des poils, noté grand G, et l'allèle responsable de la couleur blanche, noté grand B. Connaissant ces données, on vous demande de donner le génotype, puisque les parents sont de race pure. Alors celui-là, bien sûr, puisqu'il est gris long, il va être grand G, grand L, grand L. Bien sûr, les chromosomes sont deux chromosomes différents. Celui-là, bien sûr, il va être grand B, petit l. Alors que le F1, il sera bien sûr grand G, grand B, grand L, petit l. Voilà. Donc, sachant que les deux gènes sont indépendants, les génotypes demandés seront tels. Génotype des parents, un lapin gris à poils longs, grand G, grand L, grand L. Lapine blanche à poils courts, grand B, petit l. Et le génotype des individus de F1 hétérozygote. Donc la pro-tacheté à poils longs, c'est-à-dire grand G, grand B, grand L, petit l. Deuxième croisement, réalisé entre les individus de F1, c'est-à-dire les individus tachetés à poils longs. Ce croisement donne une deuxième génération F2. Et on vous demande, établissez l'échiquier de ce croisement et dégagez les phénotypes obtenus et leurs proportions respectives. Donc, puisque ces deux individus sont hétérozygotes, bien sûr, chacun va donner 4 types de gamètes. Et puisqu'on parle de gènes indépendants, ces gamètes, bien sûr, ils seront proportionnels, c'est-à-dire 25% chacun. Et puisque celui-là va donner 4 types de gamètes et là, 4 types de gamètes, on va avoir un échiquier de 16 cases qu'on va bien sûr remplir pour déterminer les phénotypes obtenus et leurs proportions respectives. Puisqu'on a deux gènes, l'un dominant, l'autre codominant, bien sûr on va avoir des proportions, c'est-à-dire on va avoir 6 phénotypes dont les proportions 3, 6, 3, 1, 2, 1, comme montre ici. Alors, les parents F1 fois F1, leur phénotype grand GB, c'est-à-dire tacheté, poil long, donc voilà. Leur phénotype, les voilà, et les gamètes, les voilà, dans 4 types de gamètes proportionnels, qu'on met bien sûr dans le tableau, et bien sûr on va chercher à remplir chaque case. Après le remplissage, on détermine le génotype, le phénotype, ainsi que la proportion. Et on constate à la fin qu'on a 3 cases grand G, grand L, 3 cases grand B, grand L, 2 cases grand GB petit l, une case grand G petit l, une case grand B petit l et 6 cases grand G grand B L. Dans grand G grand B L, on a 6 sur 16. Grand GL, grand G grand L, on a 3 16e. Grand B grand L, on a 3 16e. Grand G grand B petit l, on a 2 16e, grand G petit l, on a 1 16e, grand B petit l, on a 1 16e. Donc on a 1, 2, 1, 3, 6, 3. Donc c'est ça les proportions qu'on vous demande de donner. Un éleveur de lapins désire produire une génération de lapins tachetés à poils longs. Lapins tachetés à poils longs. Déterminer parmi les résultats obtenus en F2 les parents que l'éleveur peut croiser pour avoir la plus grande proportion de lapins du phénotype recherché. Justifiez votre réponse par un échiquier de croisement. Donc pour avoir des lapins tachetés à poils longs, il n'a qu'à croiser des lapins blonds à poils longs
et des lapins gris à poils longs. Ça va, bien sûr, va donner 100% d'individus tachetés à poils longs. Donc le croisement demandé, le phénotype des lapins désirés par l'éleveur grand G grand L, grand G grand B L, grand G grand B grand L, le croisement qui permet d'obtenir la plus grande proportion des phénotypes désirés, grand G grand B grand L, et le croisement entre les deux races pures suivantes, grand G grand L fois grand B grand L. Ce croisement, bien sûr, va donner 100% de grand G grand B grand L. Et voilà donc la justification en réalisant l'interprétation chromosomique. Donc cet individu, bien sûr, qui doit être pur, va donner un seul type de gamète, 100%. De même, celui-là, bien sûr, va donner 100% du même gamète. La rencontre des deux gamètes va donner grand G grand B grand L, dont le résultat est grand G grand B grand L à 100%. Dernier exercice de l'immunologie. Dans le cadre de l'étude de certains aspects cellulaires et moléculaires de la réponse immunitaire, on propose l'exploitation des expériences historiques suivantes. Expérience historique de Gustave Nossal, 1959. Gustave Nossal a travaillé sur deux souches, A et B de salmonelle, bactéries mobiles grâce à des flagelles. Là voilà. Figure A, des documents 1. Chaque souche de la salmonelle possède au niveau de ses flagelles des antigènes qui lui sont spécifiques. Étape 1. Gustave Nossal a injecté les bactéries de deux souches A et B à des rats. Après quelques jours, elle a prélevé des plasmocytes dans les ganglions lymphatiques proches du point d'injection. Figure B de document. Là voilà. Étape 2. Il a ensuite préparé 4 micropuits contenant chacun un milieu de culture approprié à la suivi des bactéries et des cellules immunitaires. Puis il a placé dans chacun des 4 micropuits un seul plasmocyte auquel il a ajouté 5 à 6 bactéries de la souche A. La figure A du document 2 présente le résultat obtenu après 1 heure. Étape 3. Gustave introduit des bactéries de la souche B dans les micropuits 2 et 4. La figure B du document 2 présente les résultats obtenus. Notez bien, aucun contact membranaire n'est établi entre le plasmocyte et les bactéries des deux souches A et B à l'intérieur des micropuits. En vous basant sur la figure A du document 2, comparez les résultats observés, puis déduisez en justifiant votre réponse le type de la réponse immunitaire. Alors, remarquez ici, on a les salmonelles du type A, milieu nutritif, bien sûr, c'est le micropuits, et là, on a le plasmocyte. Donc, après 1 heure, on constate que là, les bactéries restent mobiles. Donc, s'il y a des tiretés, les bactéries sont mobiles. S'il y a un trait plein, les bactéries sont immobiles. Donc, dans les puits, ou les micropuits 1 et 3, les bactéries sont devenues immobilisées, contrairement aux micropuits 2 et 4. Donc ça, ce qu'on peut dire d'après la comparaison. Donc, contrairement aux puits 1 et 3, les bactéries de la souche A sont immobilisées dans les deux milieux 2 et 4. Petit b, expliquer les différences observées. C'est-à-dire pourquoi là il y a immobilisation ou que les bactéries sont immobilisées alors que dans l'autre non. Alors ce qu'on peut dire que pour qu'il y ait immobilité de ces bactéries, donc il doit y avoir présence de quelque chose qui va entraîner leur immobilité. Donc il ne peut être que, puisqu'on parle de plasmocytes, il ne peut être que les anticorps. Donc les plasmocytes sécrètent des anticorps spécifiques à ce type de salmonelle, c'est-à-dire A, ce qui va bien sûr entraîner la formation d'un complexe humain. Donc ceci bien sûr va neutraliser cette bactérie, donc va l'immobiliser. Alors que dans les puits 1 et 3, bien sûr il n'y a pas production des anticorps, donc pas de réponse immunitaire. Donc les plasmocytes dans les deux milieux 2 et 4 ont produit des anticorps
contre les antigènes de la souche A, déclenchant ainsi la réponse immunitaire, ce qui a immobilisé les bactéries, alors que les plasmocytes dans les autres milieux 1 et 3 n'ont pas produit des anticorps spécifiques, bien sûr, contre ces antigènes, donc pas de réponse immunitaire. En deuxième mot, décrivez les résultats de la figure B et du document 2 et dégagez la caractéristique de la réponse immunitaire mise en évidence. Justifiez votre réponse. Dans le milieu 2 et 4, les bactéries, bien sûr, sont immobilisées, alors qu'elles restent, bien sûr, mobiles dans le 1 et 3. C'est-à-dire que les anticorps produits par les plasmocytes dans le milieu 2 et 4 ont bien sûr reconnu l'antigène, c'est-à-dire les salmonelles A. Par contre, ils n'ont pas reconnu les antigènes des salmonelles B. Ce qui veut dire que la caractéristique qu'on découvre ici, c'est bien sûr la spécificité. C'est que les anticorps sont spécifiques à un type d'antigène. Donc, comme réponse, dans le milieu 2 et 4, les bactéries de la souche A sont immobiles, alors que les bactéries de la souche B restent mobiles, c'est-à-dire absentes de réponse immunitaire contre les bactéries de la souche B. Les anticorps produits par les plasmocytes des milieux 2 et 4 ont reconnu les antigènes de la souche A, mais n'ont pas reconnu les antigènes de la souche B. Donc la caractéristique de la réponse immunitaire mise en évidence est la spécificité de la réponse immunitaire. Deuxième expérience historique de Morgan et Ricciti, 1975. Afin de mettre en évidence certains facteurs qui interviennent dans la réponse immunitaire, on propose l'exploitation des résultats des travaux de Morgan et de Ricciti. Des lymphocytes de type T4 sont prélevés du sang d'un individu sain et activés en présence d'une substance qui joue le rôle d'antigène, le PHA. Le liquide surnageant de cette culture est ensuite prélevé puis ajouté dans des cultures de lymphocytes T ou B. Le document 3 représente les conditions et les résultats de cette expérience. Donc vous voyez ici qu'on met en culture les lymphocytes T4 en présence de l'antigène 2 à 3 jours. Le surnageant, on le prélève et l'on pose dans les milieux 2 et 3 et non pas le 1 et 4. Donc là, il n'y a pas de prolifération cellulaire de T ni de B. Par contre, dans ce milieu où il y a bien sûr l'âge du surnageant, on voit bien sûr qu'il y a une prolifération de B et T, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication ou augmentation de leur nombre. On vous demande d'écrire les résultats présentés dans le document 3, puis déduisez l'autre caractéristique de la réponse immunitaire mise en évidence par l'expérience de Morgan et Ricciti. Donc ceci bien sûr montre, puisque en présence de le liquide surnageant qu'on a ici, il y a bien sûr prolifération des cellules B et T, alors que dans ces deux-là, où il n'y a pas de ce liquide surnageant, donc il n'y a pas de prolifération de B et T, ce qui prouve que le liquide contient une substance qui a été synthétisée par les lymphocytes T en présence de l'antigène. Il ne peut s'agir que de interleukines. Donc l'autre caractéristique mise en évidence dans cette partie de l'exercice, et bien sûr, c'est la coopération cellulaire. Donc, en absence de surnageant, pas de multiplication ni des lymphocytes B ni des lymphocytes T. Mais en présence de surnageant, il y a multiplication des lymphocytes B et T. Ce qu'on peut déduire, le liquide surnageant contient des substances chimiques, des cytokines ou interleukines sécrétées par les lymphocytes T4 qui activent la multiplication cellulaire de B et T. Ce qui veut dire qu'il y a une coopération cellulaire. Allez, à la prochaine vidéo. Bon courage. S'il y a des questions, vous n'avez qu'à les laisser dans le commentaire.